Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission générique. Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers fascinant, celui des sociétés secrètes, des Rose-Croix, du XVIIe siècle aux ordres contemporains, en passant par les mystères de la franc-maçonnerie, les agissements supposés des Illuminati et même des Anonymous. Ces groupes qui agissent dans l'ombre et qui alimentent peut-être nos imaginaires, mais aussi nos peurs et très souvent, des théories du complot. Pourquoi sommes-nous si fascinés par le secret ? Comment l'histoire et la fiction s'entremêlent-elles pour créer des récits qui prétendent expliquer le chaos du monde? Pour nous éclairer sur ces sujets passionnants, nous avons le plaisir de recevoir l'auteur de ce livre, Les sociétés secrètes des Rose-Croix aux Anonymous, 17e, 21e siècle, qui est paru chez Talandier. Pierre-Yves Beaurepaire, bonjour. Bonjour David Médoni. Alors, Pierre-Yves Beaurepaire, vous êtes historien, vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université de la Côte d'Azur. Vous étiez déjà venu dans cette émission pour ce livre-là, Les Illuminati de la société secrète aux théories du complot. Je vous renvoie à l'émission que nous avions consacrée à ce livre. Je suis très content de vous recevoir aujourd'hui parce que dans ce nouveau livre, Les sociétés secrètes, vous nous proposez un voyage historique de 4 siècles pour comprendre les origines, les héritages et les avatars de tous les groupes qu'on appelle sociétés secrètes de manière un peu facile. On y viendra peut-être. La première question que j'avais envie de vous poser, c'est après ce livre sur les Illuminati, pourquoi vous avez eu envie de prolonger finalement cette exploration des sociétés secrètes pour comprendre notre époque? Et en fait, la matière est très riche, c'est-à-dire que quand j'ai travaillé sur les Illuminati, je voulais voir comment, finalement, d'une société qui a effectivement existé, les Illuminaten, fin 18e en Allemagne, on avait basculé au mythe, et le mythe ayant finalement fait totalement disparaître la réalité historique, le projet, etc., et prospérer jusqu'à aujourd'hui. Et je me suis dit qu'en fait, il manquait une dimension, c'est la profondeur historique, parce que toutes ces sociétés secrètes, puis certaines, comme vous le disiez dans votre question, sont pas vraiment des sociétés secrètes, sont des ordres secrets, etc., tutoient la société discrète et l'ordre secret. Et puis à un moment donné, il y a une bascule qui s'opère avec de véritables sociétés secrètes qui sont parfois conspiratives, et donc dont on va faire ensuite une lecture conspirationniste. Il me semblait que c'était important d'avoir le temps long, donc 17e, 21e siècle, parce que quand je termine sur les Anonymous et leur masque emblématique, eh bien en fait, c'est l'effigie de Guy Fawkes, un comploteur qui a vraiment existé au début du XVIIe siècle. Donc il y a vraiment une sorte de ping-pong permanent entre passé, présent, futur, et de la même façon, à l'origine, il y a les Rose-Croix, c'est une fiction littéraire, mais c'est une fiction littéraire qui se projette dans l'avenir. Donc il me semblait qu'il manquait cette dimension-là et ce jeu entre les faits historiques et la fiction. Souvent, les historiens sont frileux par rapport à la fiction. Ils disent, nous, c'est pas notre documentation, c'est pas nos sources. Et moi, je pense que c'est vraiment essentiel de se plonger dedans pour comprendre les mécanismes, ou la mécanique de ces lectures alternatives de l'histoire qui nourrissent ensuite, jusqu'à aujourd'hui, les théories du complot. Par rapport, justement, vous parliez des Rose-Croix, le livre commence par la révolution Rose-Croix, donc au début du XVIIe siècle. Qu'est-ce que la diffusion du manifeste des Rose-Croix a changé dans la perception du secret et aussi des maîtres du secret? Alors, moi, ce qui m'a frappé, c'est effectivement, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a eu autant d'audience ? Certes, à l'époque, la sphère imprimée marche très très bien, c'est un siècle après Luther, mais dans l'espace germanique, mais pourquoi là? Pourquoi ensuite en France, en Angleterre, partout, toutes les grandes figures savantes et politiques de cette époque-là réagissent à finalement 3 manifestes, 1614, 1615, 1616, produits par des étudiants en théologie, en droit, qu'on pourrait se dire c'est simplement un jeu littéraire, comme on en a beaucoup à cette époque-là. Eh ben non. Il y a une vision du monde, alors que l'Europe, c'est très anxiogène comme contexte, puisqu'on est à la veille de la guerre de 30 ans, qui va être une guerre absolument épouvantable à l'échelle du continent, et eux appellent à un sursaut, et bâtissent tout l'imaginaire d'un ordre secret, mais alors lui, il ne veut pas du tout du mal à son prochain, veut au contraire
soigner au propre. Il y a de l'amour. Ouais, voilà. Et de rétablir une forme de concorde. Et puis, ils veulent... il y a toute une dimension médicale, la recherche de la panacée, du remède universel. Et on pourrait se dire, voilà, bon, c'est des textes... et puis, il y a aussi qui relèvent de la fantaisie pour le troisième manifeste. On pourrait se dire, bon, c'est une fiction littéraire réussie. Ben non, ça va ouvrir... c'est pour ça que je parle aussi de l'ordre du phénix, parce que c'est eux qui mettent au cœur de leur symbole le phénix, de leur imaginaire. Ça répond aux peurs de l'époque. Ça fait écho aussi à certaines aspirations à la refondation. À l'époque, ils disent réformation. Nous, après, on parle des réformes. Et je crois que ça, c'est tout à fait révélateur, parce qu'eux, ils partent d'une fiction qui devient réalité quand des gens disent mais c'est génial, on va créer la confrérie des invisibles, confrérie Rose-Croix. Vous parlez de cette confrérie des invisibles. Comment cette idée d'invisibilité, du retrait du monde en fait, quelque part, devient un élément finalement central de l'imaginaire de toutes les sociétés secrètes, et peut-être même aussi de QAnon, puisque QAnon, cette société avec les drops de Q qui est ce personnage inconnu, invisible, et ainsi de suite. Comment cette confrérie des invisibles, cette invisibilité devient centrale dans le mécanisme qui conduit à la société secrète ou à la théorie du complot. Mais ça, je pense que c'est vraiment... pour moi, c'est le cœur de l'enquête, et c'est vraiment fondamental pour qu'on comprenne collectivement la force de ces représentations autour des sociétés secrètes et du complot, de l'agenda caché. Tout ce qui est... en histoire, on parle souvent des rois cachés, etc., ceux qui ont le pouvoir ne sont pas les souverains légitimes, les autres ont été soit escamotés, soit se sont cachés. Oui, en fait, c'est les marionnettes d'un ordre différent, supérieur, qui les dirige, quoi, quelque part. Tout à fait. Et puis, vous avez toujours des usurpateurs qui arrivent en disant « Moi, je suis, jusque dans la Russie du XVIIIe siècle, je suis le vrai souverain, etc. » Donc ça, je pense que cette dimension cachée, invisibilité, c'est très fort, parce que nous, on se la représente facilement. C'est la capuche, c'est le masque, c'est des pouvoirs exceptionnels que le commun des mortels n'a pas. Dans le cas des Rose-Croix, c'est de se dire qu'on peut communiquer donc à distance entre nous. C'est quand même le XVIIe siècle, entre nous, ou pour appeler celles et ceux qui seraient légitimes à venir au sein de la confrérie. Et en même temps, tous ceux qui voudraient, par voyeurisme, curiosité malsaine, les approcher, ne les verraient pas. Donc, quand la confrérie arrive sous forme d'un canular d'étudiants, comme on dit souvent à Paris, 10 ans après sa naissance de ces manifestes en Allemagne, en 1623 à Paris, avec des affiches qui sont collée dans la rue, on dit elle fait séjour visible et invisible dans cette ville. Et ça, je pense que le Ku Klux Klan, que j'étudie au 19e siècle, s'appelle lui-même l'Empire invisible. Et imagine revisiter des sociétés secrètes et des ordres secrets qui relèvent de l'Antiquité. Donc, non seulement il y a le jeu de ping-pong, comme je disais tout à l'heure, mais cette dimension d'invisibilité, c'est ça qui fait... c'est le ressort caché du pouvoir. Et je pense que c'est un extraordinaire stimulant pour l'imagination. Quel est le mécanisme qui fait que dans toute l'histoire de l'humanité, on a eu ce besoin de recours aux sociétés secrètes, enfin, en tout cas de recours au secret, de recours à l'invisible, de recours un peu presque à la magie quelque part. Il y a quelque chose un peu de la pensée magique un petit peu dans la société secrète. Quel est le mécanisme qui conduit à ça, à ce besoin-là ? Complètement. Vous disiez magie, c'est exactement ça. Et pour pas qu'on se trompe, les Rose-Croix disent bien, c'est l'époque de l'alchimie. Ils disent, mais nous, l'alchimie basique, celle qui veut transformer le plomb en or, c'est pas du tout notre affaire. Nous, c'est une alchimie noble, celle qui transforme les sociétés, les corps, etc. Et ils font une sorte de liste de tous les ouvrages d'alchimie à repousser, parce que il n'y a pas du tout cette dimension noble. Donc, il faut prendre magie au premier sens du terme. Et des gens qui ont véhiculé les idées Rose-Croix après, comme John Dee, etc., dans l'Angleterre élisabéthaine,
secrètes, ils font vraiment partie de cette dimension-là. Donc la dimension magique, il faut la prendre au sens premier du terme. Après, moi, ce qui me frappe dans cet univers-là, c'est que on vit au quotidien le chaos, le désordre du monde. Et ça, c'est vrai encore aujourd'hui, bien sûr, parce que bien évidemment, un certain nombre de raisons nous échappent ou alors ne seront documentées qu'a posteriori. Donc en fait, l'explication est toujours en retard d'une guerre sur l'aspect chaotique des événements. Et là, on a la possibilité d'expliquer que sur le temps long, il y a le fameux agenda caché, il y a des projets à long terme, et tout l'univers des sociétés secrètes va venir se loger là-dedans en disant le complot qui s'est produit, parce qu'il y a des complots et des conspirations qui existent. Voilà, et là, ça donne une sorte de crédit historique en disant, en réalité, ça n'est que la poursuite de ce que d'autres sociétés ont fait par le passé. Donc en fait, c'est des conspirations et des complots qui permettent d'associer telle période à telle autre, y compris quand c'est totalement aberrant. L'exemple, les Templiers avec la Révolution française. Les Templiers sont interrompus brutalement au XIVe siècle. C'est absolument pas une société secrète. Et pourtant, et on les revivifie jusqu'à aujourd'hui à travers Assassin's Creed et autres. Et donc je pense que ce qui est fondamental là-dedans, c'est vraiment l'idée que non seulement il y a un agenda caché, mais il y a une sorte de trame souterraine de l'histoire qui unirait toutes ces sociétés secrètes, agissant sur les événements. Et donc les événements pourraient nous paraître totalement chaotiques, mais cette trame secrète, elle leur donne une signification. Alors il y a quelque chose qui est très intéressant dans le livre, c'est que finalement on voit poindre une forme de critique des médias, en tout cas de la vérité officielle, de ce qu'on appellerait aujourd'hui les médias mainstream, déjà dans les prémices de ces sociétés secrètes. Racontez-nous. Ah oui, ça, la dimension médiatique est absolument essentielle. Alors bien sûr, on pense à l'aspect contemporain, mais là aussi, il faut la profondeur historique. Bon, le 17e, c'est la naissance de la presse, donc c'est le balbutiement. Mais déjà au 18e, c'est très marqué. C'est très marqué parce qu'il y a ce qu'on appelle, nous, la sphère de l'imprimé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la presse, il y a les pamphlets, les libelles, et on en produit des quantités extraordinaires pendant toute la période. Les uns répondant aux autres. Donc il y a toute cette dimension-là, ce qui fait que c'est très facile d'intervenir dans la fabrique de l'opinion. Voilà. C'est-à-dire que déjà à ce moment-là, il y avait une forme de, on va dire, de médias mainstream et une forme de médias alternatifs qui disaient que ce que racontaient les médias mainstream était faux, et était pas la réalité. Exactement. Il y a les plumes qui sont stipendiées par le pouvoir. Il y a les premières gazettes qui sont des gazettes officielles. Donc bien évidemment, tout ça, et on parle beaucoup des relations internationales et surtout pas de politique intérieure. Et puis tout est lisse, bien évidemment, contrôlé. Puis au XVIIIe siècle, il y a tout le phénomène de la censure, etc. Tout ça se met en place. Donc c'est par le biais du libelle et du pamphlet, anonyme ou assumé, que se propose au lecteur toute cette sphère donc d'une lecture alternative des événements du monde. Les secrets, les protestants vont dire les secrets que veut cacher Louis XIV, ses amours cachés, etc. Donc il y a déjà tout le cocktail que nous on connaît, scandale, politique, y compris avec les pamphlets sexe, on pense au XVIIIe siècle. Donc ça, c'est très présent. Et ça nourrit donc des représentations comme quoi derrière la façade, derrière la vision officielle des choses, se cache la réalité. Donc, dans cette fabrique de l'opinion, il y a une fabrique aussi, c'est les germes de ce qui va apparaître notamment avec vraiment la Révolution. L'incompréhensible. Ce monde qu'on nous présentait comme harmonieux, sans fin, s'effondre brutalement, et on va chercher derrière un sens caché, la magie dont vous parliez tout à l'heure, eh bien, la réalité des choses. Et donc, c'est évident que c'est un appel du pied extraordinaire à tout ce qui peut être complot, conspiration dans l'histoire, société secrète, pour dire, voilà, la clé est là, elle était cachée, mais on va vous la révéler. D'ailleurs, vous parliez de la Révolution française, il y a cette
cet imaginaire qui dit que finalement la franc-maçonnerie a été à l'origine de la Révolution française, qui finalement, quand on regarde les textes, s'avère assez erroné comme perception des choses. Dans le livre, vous faites une distinction entre société secrète et société à secret, et vous faites rentrer dans la franc-maçonnerie dans la deuxième catégorie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette distinction entre société secrète et société à secret, et pourquoi vous excluez la maçonnerie de cette première définition de la société secrète? Oui, tout à fait. Ça, je pense que c'est essentiel, et c'est à l'origine d'énormément de malentendus. Et moi, je parle du piège du secret pour les francs-maçons au XVIIIe siècle, puisque c'est le grand siècle de la franc-maçonnerie à ce moment-là, donc grosso modo un siècle après la Rose-Croix. Ce qui est très caractéristique pour les francs-maçons, c'est que le secret est partout. Mais c'est un secret initiatique. C'est le secret de ne pas révéler l'identité de son frère en loge. On peut révéler la sienne, mais pas celle de ses frères. C'est le secret aussi de dire que finalement, un apprenti ne doit pas savoir ce qui se passe en loge quand on est compagnon ou maître, parce que bien évidemment, sinon, on dirait spoiler, nous, tout simplement. C'est divulgacher un peu la suite. Quoi. Exactement. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, il y a rien de tout ça. Imaginons quand même qu'au siècle des Lumières, il y a des almanachs pour les voyageurs pour leur dire où ils vont trouver les loges, etc. Elles organisent des défilés, donc pour des actions de bienfaisance, etc. Donc il n'y a rien à voir avec un secret de type conspiratif, mais bien évidemment, ça pose problème, notamment à l'Église catholique, d'où les condamnations du XVIIIe, etc., parce qu'on prête serment sur les textes sacrés, la Bible, d'une part, donc ça pour elle c'est absolument impossible à accepter. Et puis il y a une forme de relativisme confessionnel, parce que on va considérer comme frère un catholique et un protestant. Voilà. Et donc pendant très longtemps, jusqu'à la Révolution, la question se pose même pas, parce que tout le monde sait très bien que c'est pas une société secrète. Voilà. Mais par contre, le secret des francs-maçons fait déjà vendre du papier. On a déjà des ouvrages de divulgation aussi vieux que la maçonnerie qui s'appellent Le secret des francs-maçons dévoilé, etc. Et quand arrive la Révolution, on a quand même là la quête du sens face au non-sens, et on se dit, il faut quand même trouver des responsables, des boucs émissaires. Et là, cette maçonnerie qui pourtant est très respectueuse des autorités, pas du tout, appelle absolument pas à la Révolution, est légitimiste, n'espère qu'une chose, c'est la reconnaissance officielle, etc. Elle est prise dans le piège de cette littérature alternative. L'abbé Lefranc, avec le voile levé sur la Révolution, et l'action des francs-maçons, etc. L'abbé Baruel, bien évidemment, ils sont piégés par cette littérature alternative qui dit finalement, ces francs-maçons, on les a un peu trop vite exemptés toute responsabilité. Si on cherche bien, on va trouver... au mieux, ils sont les idiots utiles des vrais comploteurs. Au pire, ils sont leurs complices. Et la franc-maçonnerie a beaucoup de mal à se défendre, parce qu'elle va dire « mais j'ai pas de secret ». Oui, bien sûr. J'ai pas de secret, mon secret initiatique, c'est ça que société à secret. Et plus vous êtes dans le démenti, plus vous accréditez auprès de ceux qui y croient vraiment l'idée, puisque c'est de l'ordre de la croyance. Vous nous cachez quelque chose. Et c'est ça qui, selon vous, alimente encore aujourd'hui, au moment du débat qu'il y a eu sur la fin de vie, les clichés qu'on a pu voir dans une certaine presse de la franc-maçonnerie qui fait tout pour faire adopter tel ou tel projet de loi? Exactement. À la fin du 19e siècle, c'était pas la fin de vie, c'était la crémation. Les francs-maçons poussaient à la fois à ce qu'on puisse faire des enterrements civils, et puis on puisse avoir le droit donc à la crémation, puisque c'était l'époque de la guerre entre les deux France, etc., entre la France cléricale et la laïcité militante des francs-maçons. Voilà. Qui a aussi c'est beaucoup tempéré jusqu'à aujourd'hui. Mais donc en fait, on a exactement la même configuration de débat aujourd'hui
avec la fin de vie. Les mêmes acteurs, les mêmes positionnements fonctionnent exactement de la même façon. La seule chose, c'est que les réseaux sociaux viennent par accélération démultiplier l'effet de toute cette presse et de ces pamphlets qui étaient relayés. Mais c'est exactement, à part l'accélération, c'est le même moteur. Le même mécanisme, le même moteur. C'est ça qui fait sa force d'ailleurs. Puisque du coup, il va dire, mais c'est pas nouveau, ça existe depuis des siècles, etc. Imaginez quand même que quand on a dénoncé les Illuminaten en Allemagne, à la fin du XVIIIe siècle, on dit qu'ils ont fabriqué des pilules avortives. On parle quand même de la fin du XVIIIe siècle. Bon. Donc ça, je pense que c'est très, très présent. Et de ce fait-là, effectivement, non seulement les francs-maçons sont tombés dans le piège du secret parce que leur secret n'est pas de cet ordre-là, mais ils n'arrivent pas à se justifier. Et plus ils se justifient, moins finalement on accepte leur justification parce qu'on dit ils nous cachent quelque chose, c'est un rideau de fumée, etc. Je pense que c'est quelque chose de très présent. Et puis surtout, pour leur bonheur et leur malchance, eux ont créé un nombre extraordinaire de représentations symboliques, de symboles, etc. Et comme souvent les sociétés secrètes en ont pas ou très peu, pas assez, voilà, et bien on est venu, soit elles viennent puiser de manière tout à fait cynique dedans, ou alors ceux qui disent sont dans l'amalgame, disent en fait leur symbole c'est cela. Ouais, c'est ça. Par rapport au 19e siècle, si on avance un peu dans l'histoire et dans le livre, il y a l'émergence de sociétés qui sont explicitement conspiratives et politiques même. Il y a les Carbonari, il y a le Ku Klux Klan. Comment ces groupes ont utilisé le secret pour finalement en faire un outil de protection et d'action violente? Racontez-nous. Ouais, ça me paraît vraiment très important. Et là, on voit qu'on est dans l'après-révolution. Parce que nous, on parle Révolution française, mais c'est des révolutions atlantiques, etc. C'est des dynamiques vraiment transatlantiques. Et dans les deux cas, Carbonari comme Ku Klux Klan, on est après. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un ordre établi, et que cet ordre établi, des groupes le refusent. Dans le cas des Carbonari, c'est l'Europe de la Sainte Alliance, et après les guerres de la Révolution et de l'Empire, reprise en main, coopération policière entre tous les régimes autoritaires et voire autocratiques de l'époque. Les Carbonari sont des libéraux au sens de l'époque, c'est-à-dire contestataires de l'ordre établi, et donc pour eux, le secret, c'est protecteur. C'est plus du tout là un secret initiatique, c'est plus du tout un secret qui fait fantasmer invisible par invisible. Il faut se rendre invisible, notamment aux infiltrations policières, etc. Et à la volonté des régimes autocratiques de les démanteler. Donc le secret est protecteur. Le secret, c'est aussi une façon de vivre une forme nouvelle d'organisation sociale. C'est plus un ordre secret, là c'est une société secrète, il faut cloisonner. Et puis aussi... Juste rappelez-nous qui sont les Carbonari brièvement? Les Carbonari, en fait, on parle de charbonnerie en France, mais Carbonari, parce qu'en Italie, mais de manière à l'échelle de l'Europe, puisque leur figure emblématique, c'est Lafayette, mais pas plus le jeune Lafayette de la Révolution, le vieux Lafayette de ces années 1820-1830. Les Carbonari, c'est une société secrète, là, clairement, une société secrète qui est libérale, c'est-à-dire contestataire de l'ordre établi, politique, social, économique, etc. Et qui promeut une sorte d'activisme politique par le complot, la conspiration. Okay. Donc là, c'est pas une lecture conspirationniste, comme vous le disiez, elle est conspirative par nature. Ouais. Et donc le secret a pour but de la protéger, de protéger les cellules élémentaires qu'on appelle les ventes, avec la haute vente au-dessus, etc. De ne pas connaître tous les dirigeants, de se méfier aussi on se méfie des membres parce que les membres peuvent être ceux qui demain vous dénonceront. Donc c'est plus du tout la même philosophie que ce qui était ce qui existait précédemment. Et puis ça fonctionne bien à tel point que finalement souvent, la police s'auto-intoxique, c'est-à-dire que quand ils sont 20, elle va les imaginer 200, etc. Voilà. Et donc là, on voit que ce modèle-là, qui souvent essaie de se rattacher au XVIIIe siècle, parce que c'est une façon pour la Carbonari, d'avoir des lettres de noblesse, bien sûr, fonctionne très bien et va inspirer beaucoup de gens par la suite. Et par rapport au Ku Klux Klan, est-ce que le fonctionnement est le même ou est-ce que c'est différent? Évidemment, les objectifs politiques sont différents, mais est-ce que le fonctionnement du Ku Klux Klan
pourrait se rapprocher de celui des Carbonari? Alors, effectivement, philosophiquement ou politiquement, ça n'a opposés, absolument rien à voir, opposé, etc. Mais dans les deux cas, il y a la volonté de lutter contre un ordre établi. Dans le cas du Ku Klux Klan, c'est après la fin de la guerre de sécession, de vouloir lutter de l'intérieur, finalement, face au pouvoir du Nord sur le Sud. Voilà. Et bien évidemment par la peur, par la violence les attaques, aussi, la violence, aussi bien en termes symboliques, d'images que réels, voilà, et avec même une ultra-violence qui est mise en scène. Et donc ça, c'est révélateur. Et y compris alors symbolique, parce que l'exemple que je prends dans le livre, c'est par exemple, parce qu'il y a plusieurs générations de Ku Klux Klan, quand le Nord allemand Rushmore, eh bien, on va inventer son équivalent dans le Sud, où on va organiser ces grandes cérémonies où vous escaladez ce bloc de pierre immense, planter une croix, l'incendier, etc. Et à la fois souder les membres. Et là, on voit que le secret doit souder les membres et en même temps faire peur à ceux qui doivent être terrifiés par la puissance du clan. Et ce qui est intéressant dans le cas du clan, c'est qu'il a tout à fait revisité lui aussi cette dimension historique, en voulant s'inspirer de sociétés grecques, en prenant antiques, en prenant aussi toutes sortes de références qui lui donneraient, alors c'est pas du tout la même sociologie que les groupes précédents, mais lui donner cette dimension-là. Une forme de respectabilité. Exactement. Et en même temps de toute puissance. Parce qu'il y a un ego là aussi assez... vous êtes faucon de la nuit, vous êtes grand sorcier impérial. Le vrai nom, c'est... bon, bien sûr, c'est Ku Klux Klan, mais c'est l'Empire invisible. Et on retrouve l'invisibilité. Voilà. La confrérie des Invisibles des Rose-Croix, quoi. C'est la même lignée, quelque part. Voilà, c'est le fantasme... En termes d'idéal fantasmagorie. Exactement. Tout en ayant des positions complètement différentes. Sûr, ouais. Mais un certain nombre de membres du clan sont passés aussi par la franc-maçonnerie. Alors là aussi, je ne dis absolument pas que la franc-maçonnerie mène au clan, pas du tout. Mais en fait, ils sont sans vergogne ensuite venus puiser dans les références maçonniques les symboles qui les arrangeaient, etc., etc. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui m'a interrogé à la lecture du livre et puis qui m'interroge de manière, on va dire, une question un peu philosophique et quand on étudie les théories du complot et notamment cette idée qu'il existe un état profond, le fameux deep state, ainsi de suite. Il y a quand même l'affaire en Italie de la loge P2, qui est finalement l'exemple quand même d'une loge maçonnique qui cherche à infiltrer le pouvoir, à manipuler le pouvoir, et qui nourrit peut-être finalement la vision de ces groupes secrets qui œuvrent pour un État dans l'État ou pour un gouvernement invisible. Est-ce que vous diriez que cette affaire de la loge P2 qui a été documentée, qui est quelque chose de réel et qui a existé, a pu nourrir dans l'imaginaire contemporain en tout cas cette idée qu'il existe un État dans l'État et que finalement il y a des forces secrètes qui sont plus fortes que la volonté politique d'un gouvernement. Alors je dirais complètement d'accord avec la fin de votre propos, pas avec le début. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, la loge P2 n'a rien à voir avec la maçonnerie. Au départ, c'est une loge maçonnique, on est d'accord, mais en réalité, là, la loge n'est qu'un véhicule pour faire toute autre chose, et c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas infiltrer le pouvoir, ça marche plutôt dans le sens inverse, c'est-à-dire que tous les représentants, là aussi dans un contexte très particulier, on est toujours dans des contextes chaotiques. Ici, l'extrême gauche face à l'extrême droite, les brigades rouges d'un côté, en Italie, face à la volonté, avec quand même une très grande puissance du Parti communiste, la mentalité issue de la guerre froide, ou bien évidemment, alors que le Parti communiste italien est quand même très 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 particulier, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il y a une lecture de se dire, la fameuse stratégie de la terreur en Italie et de la tension, quitte à susciter des attentats qu'on va attribuer ensuite au camp en face pour pousser l'opinion à accepter la réduction de liberté, un projet autoritaire, etc. Donc en fait, là, tous ces représentants des services secrets, de tous les services secrets, de l'appareil d'État et des forces en Italie se retrouvent
donc au sein de la loge P2, mais l'habillage loge est un habillage qui est vraiment de l'ordre juste du véhicule au sens véhicule pour transmettre ce projet qui est celui d'un État fort, autoritaire, et ça nous fait penser à tout ce qu'on vit depuis 20 ans, donc à l'échelle internationale, accepter pour que si nos démocraties seraient congénitalement faibles, et donc en fait il faudrait durcir nos régimes pour résister aux menaces. Donc ça a un écho sur ce que nous vivons depuis 20 ans qui est absolument, à mon avis, sidérant. Mais là, on voit aussi que c'est bien malgré eux le Grand Orient d'Italie, qui est en plus l'obédience régulière, donc tout à fait, là, on le dirait mainstream, mais pas du tout radical, finalement, elle est vampirisée de l'intérieur par un projet qui n'a rien de maçonnique, mais qui va aussi proposer à un certain nombre de dirigeants qui se retrouvent là, de se dire, il y a quand même le côté extraordinaire d'appartenir à une société secrète, où c'est dans un hôtel, et on est armé... donc une sorte de chevalier de cet ordre occidental, avec des gens qui se connaissent, d'autres qui ne se connaissent pas. Et donc tout cet imaginaire, c'est aussi une façon pour les dirigeants de la P2 de vendre leur carnet d'adresses et de se dire, si vous nous rejoignez, vous appartiendrez au groupe très secret de ceux qui pèsent sur l'histoire du monde. Et ça... C'est une formidable réservoir à fantasmes. C'est sûr que c'est bien pour recruter, mais, effectivement. Mais est-ce que vous diriez que ça a pu, peut-être de manière indirecte, peut-être de manière inconsciente, nourrir ce fantasme de l'état profond? Ah, complètement, puisque là, quand au départ, c'est une affaire quand même... c'est souvent dévoilé à des occasions fortuites, une affaire financière, de fraude, etc. Et puis, vous avez des listes, vous avez non seulement... Il y a ce que je dis dans le livre, il y a toute une série de scénarios extraordinaires pour des maîtres de la fiction, pour le coup, parce qu'on a des lingots d'or, des listes de membres, tous plus influents les uns que les autres. On a tout ça, et on a des dirigeants qui ne se taisent pas du tout, parce qu'ils se disent, c'est flatteur pour leur ego. Vous imaginez, on a réuni tout le monde. Et puis on a des vrai ou faux, on a des dossiers sur tout le monde. Ouais, bien sûr. Voilà. Et donc forcément, ça nourrit notre imaginaire. Et quand la propre présidente de la commission parlementaire qui enquête là-dessus dit, et il y a des centaines de volumes, on n'a pas tout trouvé. Ça fait écho forcément dans cette représentation du monde à ce que disait Benjamin Disraeli, donc Premier ministre britannique, mais en même temps romancier célèbre. C'est là que l'histoire et la fiction se répondent, en faisant dire dans ses romans, mais en fait, ceux qui occupent le devant de la scène ne sont pas ceux qui occupent véritablement le pouvoir. Et regardez à l'arrière de la scène et vous trouverez ceux qui tirent les ficelles. Et ça résonne, je trouve aussi, le fait que ce que vous disiez sur on n'a pas tout trouvé, ça résonne aussi avec ce fantasme de Donald Trump actuellement, sur la déclassification des dossiers, sur l'assassinat de JFK, sur le fait que finalement on va peut-être enfin trouver la réalité des choses, alors que finalement la réalité des choses est connue, mais il y a vraiment ça résonne, je trouve, avec le fantasme de on va déclassifier pour apporter la vérité. Il y a quelque chose comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est la dimension magique de l'archive, le pouvoir magique de l'archive. On va trouver dans les archives les preuves d'eux. Et ça remonte à la Révolution. On va on va ouvrir les archives, on va trouver les preuves du complot. Et quand les Illuminatons historiques étaient condamnés, première chose qu'on a fait, c'est on a ouvert les archives, montré les listes des membres, etc. Et là, il y a la dimension magique de l'archive qui va révéler à tout le monde ce qui s'est vraiment passé. Les assassinats commandités, etc. Les causes... Alors, relie tout ensemble. Donc, les causes des 2 guerres mondiales, etc. Et ça, c'est vrai, ça marche déjà à plein à la fin du 19e siècle. Donc, aujourd'hui, encore plus fort. Et bien évidemment...
comme si tout ça était consigné dans les archives. Alors on se réunit aujourd'hui pour décider de l'assassinat de tel ou tel. Ça paraît tellement enfantin, mais non, ça marche. La preuve par l'archive, par la documentation. Ouais. Et par rapport à l'état profond, au deep state, il y a aussi, je crois, vous en parlez dans le livre, cette idée de Skull and Bones, à l'université d'Yale, hein, qui est finalement souvent associée à cette idée qu'une élite se coopte pour se préparer à diriger le pays. Est-ce que ces sociétés étudiantes, avec leur culte du secret, peuvent alimenter aussi finalement le fantasme de ce deep state? Ah, complètement. Et moi, on est à la fin du 19e siècle, mais ça dure jusqu'à aujourd'hui. Imaginez quand même que le vice-président Vance, donc actuel de Donald Trump, deuxième mandat, parce qu'il est passé par Yale, a dû, auprès de la base MAGA, quasiment jurer qu'il n'avait pas été membre de Skull and Bones, parce que sinon, ça allait renvoyer aux néoconservateurs ONI, à Bush père et fils, au fameux Deep State. Voilà. Et donc ça, c'est très impressionnant, parce que l'idée qu'ils avaient mise en avant, c'est que lorsque Kerry, pour les démocrates, d'un côté, et Bush, fils de l'autre, pour les républicains, s'affrontaient, dans les deux cas, c'était cette société secrète, Skull and Bones, qui l'avait emporté. Alors que, donc, l'État profond, quoi qu'il arrive, gagne toujours. C'est toujours lui qui rafle la mise. Ça marche très très bien. Et c'est ancien comme façon de procéder. Mais ce qui est intéressant, c'est que ceux-là même qui dénoncent l'État profond, il y a une forme d'auto-intoxication quand même avec le secret. Parce que eux-mêmes nourrissent une fascination, exècrent, mais aussi sont fascinés par le secret. Et dans le cas du clan, par exemple, on voit bien que c'est ces sociétés secrètes, celles-là du début du 19e siècle ou de la fin du 18e siècle, qui nourrissent, ils viennent chercher un certain nombre de rituels, d'appellations, etc., dans ce corpus-là. Et comme ils utilisent des mots grecs, ils sont absolument fascinés par le fait de se dire « Waouh !» nous, on a un beau projet de société secrète. C'est pas quand même quelques rigolos qui se sont réunis. Non. On tire donc une ligne vers une profondeur historique qui donne de la respectabilité. Donc, on peut à la fois dénoncer l'État profond et rêver soi-même de faire partie de cet empire invisible. Ouais. Voilà. Et on l'a jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr. Ouais. Par rapport à un des sujets du livre, je trouve, c'est vraiment cette idée que je crois que vous employez cette expression que l'histoire et la fiction se tissent conjointement, je crois. Comment cette fiction, la littérature, le cinéma, les jeux vidéo, la BD, s'emparent des figures que sont les Templiers, que sont les assassins, les Illuminati, et ainsi de suite, pour finalement nourrir aussi l'imaginaire complotiste. Il y avait eu, je crois, dans une des universités américaines, cette expérience qui était de dire certains vont regarder, des groupes d'étudiants qui vont regarder le JFK de Liverstone, et puis d'autres qui vont pas le regarder, et puis de voir que ceux qui ont regardé le JFK de Liverstone avaient plus une propension à croire qu'il y avait des théories du complot autour de l'assassinat de Kennedy que les autres. Comment justement cette fiction, ces fictions, cette récupération de l'histoire par la fiction et la façon dont les deux se tissent conjointement, comme vous l'écrivez, peut nourrir l'imaginaire complotiste? Moi, je crois d'abord que c'est visuel. C'est visuel parce que ce monde des ordres secrets puis des sociétés secrètes, volontairement ou involontairement, mais produisent énormément d'images. Celles liées à l'invisibilité dont on parlait tout à l'heure, la capuche, la dissimulation, le masque. Et en fait, c'est assez étonnant parce que des sociétés dont on dit qu'elles sont secrètes, si on nous dit le mot société secrète, qu'on ferme un instant les yeux, on a tout de suite des images qui nous apparaissent, des symboles, des lieux, des costumes, voilà. Donc il y a la puissance visuelle associée à l'imagination qu'elle suscite. Et je crois que ça, c'est les deux ressorts de la fiction. Ça marche très tôt. Ça marche jusqu'à aujourd'hui compris, et surtout, comme vous le disiez, ça se nourrit. C'est-à-dire qu'on recycle en permanence des dimensions tout à fait anciennes,
mais qui marche toujours autant. Moi, l'exemple que je prends, il n'y a absolument rien de conspirationniste dans le monde d'Harry Potter, mais quand J.K. Rowling invente l'Ordre du Phénix, et que Dumbledore crée puis refonde l'Ordre du Phénix, et ben en fait, la Rose-Croix du XVIIe siècle, elle place en son centre le Phénix, et cette dimension, cette confrérie invisible, c'est l'Ordre du Phénix. Alors bien évidemment, on a des symboles comme ça qui permettent donc une réinterprétation permanente sans devoir payer des royalties ou quoi, puisque on a une sorte de stock comme ça. De sociétés préexistantes, de symboles, d'imaginaires, on n'a qu'à puiser dedans. Donc pour tous les scénaristes, pour ça que la dimension visuelle est très, très importante, ouais. Notamment pour la bande dessinée, parce que ça s'y prête très bien. Et en fait, quand je parle des Anonymous, là aussi, n'oublions pas qu'au départ, on a un roman graphique, puis un film, V for Vendetta. Exactement, qui est inspiré d'un événement historique réel, qui est, comment ça s'appelle, la conspiration des poudres en Angleterre. Voilà, début du XVIIe siècle. Et la bande dessinée, elle ne fait, alors encore plus que le film, que des références non seulement historiques à des lieux, mais elle est chapitrée comme une pièce de théâtre, avec des premiers acteurs, des seconds rôles, etc., des références historiques omniprésentes. Donc en fait, l'histoire, là, se prête à raconter des histoires, mais pas au sens raconter des choses fausses, c'est-à-dire ensuite à raconter tout ce qui est possible. On revient à Hérodote, qui disait, bon, il y a l'histoire avec un grand H, mais il y a aussi l'histoire qui se raconte, genre, j'ai vu des hommes à tête de chien, c'est ce qu'il dit. Pourquoi est-ce que j'interdirais à mon lecteur de pouvoir avoir accès à ces histoires ? Et la seule chose, c'est que nous, historiens, on a eu souvent à mon avis, tort, de se dire non, mais il y a l'histoire académique, il y a l'histoire où je peux tout prouver, enchaîner, etc. Et puis le reste, la fiction ne m'intéresse pas. Et en abandonnant la fiction complètement, alors qu'elle dit beaucoup de l'imaginaire et des peurs des contemporains au moment où elles sont produites, ces histoires-là, d'une part, on a laissé... le livre ouvert pour toutes les théories conspirationnistes qui, elles, font de l'histoire et qui, aujourd'hui, vont dire l'esprit critique, le nouvel esprit des Lumières, c'est nous qui l'avons. Alors que ceux qui sont histoire académique, pouvoir traditionnel, médias traditionnels, etc., cherchent au contraire... à leurrer les gens, à mettre des rideaux de fumée, etc., pour dissimuler l'état profond, etc. Et donc, en fait, comme on a abandonné ce champ de l'intérêt pour la fabrique de l'opinion, de la fiction, etc., qu'on ne prend pas au sérieux ce que ces gens racontent, d'où, pour ça que je parle de 13 aussi, qui part on a l'impression que c'est de la BD, on a l'impression qu'au départ, c'est ça, un mauvais remake de l'assassinat de Kennedy, là aussi, conspiration, le symbole, c'est le 13, ils ont tout ça sur l'omoplate, etc. Et qu'est-ce qu'on voit derrière ? On voit qu'en fait, au fil des séries, bon, ils ont vraiment usé jusqu'à la corde, ça, c'est sûr que... mais jusqu'à l'origine, jusqu'au Mayflower, et donc toute l'histoire des États-Unis ne serait qu'une histoire secrète. Voilà. Et donc, je pense que ça fonctionne très très bien. Et que en fait l'histoire pour eux c'est un matériau, mais ils n'ont aucune des préventions que nous avons en disant on n'a pas le droit de manipuler l'histoire, etc. Non, on vient la réécrire. Mais et on l'a ça dans la politique contemporaine. Enfin, aux États-Unis, on revisite complètement dans le monde MAGA, dans le monde de projet 2025, etc. Pensez quand même que la fondation Heritage est quand même dirigée par un historien. C'est pas neutre du tout. Et vont réécrire complètement l'histoire américaine autour de ça. C'est intéressant ce que vous dites par rapport à Hérodote, par rapport à ce que l'historien doit ou non intégrer dans la façon dont il raconte l'histoire, les fictions de ses contemporains. Qu'est-ce que la fiction contemporaine qui est, nous, notre objet d'étude permanent à Conspiracy Watch, le conspirationnisme, on va dire, ou le complotisme, qu'est-ce que cette fiction-là raconte de notre époque et de nos contemporains, selon vous ? Notre peur. Notre peur de quoi ? Notre peur de tout. Notre peur du présent, de ce qu'on nous dit pas, du chaos, du fait que nos sociétés finalement avaient l'impression, quelles que soient les crises, etc., que bon an mal an, elles fonctionnaient relativement bien. On a l'impression que face aux difficultés
actuels, enfin qui datent quand même, qui ont des décennies, hein, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, tous les arts de toutes parts, et de ce fait-là, cette peur, mais d'aujourd'hui et de demain, c'est vraiment qui noue le ventre des sociétés, hein, collectivement. Je pense que il y a une façon, on se fait peur en lisant ou en étant réceptif aux théories conspirationnistes, mais on se rassure. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. On se fait peur et on aime se faire peur, mais on se dit aussi, ça y est, moi j'ai compris. Moi, je suis plus intelligent que mon voisin, etc. Ou celui qui fait les mauvais choix aux élections. Je sais que derrière les apparences, il y a une réalité. Et si j'ai accès à cette réalité, eh ben, je peux pas forcément la combattre, mais comprendre le sens caché des choses. Et je pense que ça rejoint la fascination qu'on a pour le secret, l'exécration qu'on a du secret du camp d'en face, mais c'est aussi une façon de se rassurer. C'est-à-dire que parce que c'est toujours ça qu'on a dans les théories de conspiration. Le cours des choses. Le cours des choses, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Et d'avoir ouvert les yeux alors que mon voisin qui accepte le jeu de l'alternance politique, etc., ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, lui, c'est devenu le naïf, voire l'ennemi, hein, mais au mieux le naïf qui n'a rien compris. Et de ce fait-là, c'est absolument rassurant parce que si je perds, je vais dire non, j'ai gagné. Et je vais développer tout un narratif qui va dire... C'est la fameuse théorie des élections de 2020, comme quoi c'était le Stop the Steal, quoi, le fameux Stop the Steal de Trump par rapport à Biden. C'est ça, c'est cette idée. En fait, on a gagné les élections, on nous les a volées. C'est l'État profond qui nous les a volées, c'est ça. Exactement. Et ce que quand j'étais venu la dernière fois, j'avais dit à propos des Illuminati, c'est qu'en fait, c'est révélateur là aussi. En 1800, c'est exactement le même discours qui est produit. Quand John Adams s'est battu par Thomas Jefferson, donc le président sortant par Jefferson, ils vont dire, y compris le propre président d'Yale, hein, va dire à ce moment-là, on nous a volé l'élection et Jefferson était le candidat des Illuminati. Donc aujourd'hui, vous pouvez dire ça pour Macron quand il est devant la pyramide du Louvre, etc., ouais. Tout ce que vous voulez. Bon, et bien évidemment, et on voit bien la difficulté de ceux qui défendent quoi dans le cas, par exemple, démocrates aux États-Unis aujourd'hui, qui sont un peu tétanisés parce que est-ce que ça n'est pas perdre son âme que soi-même essayer de développer le même type de discours dans le camp d'en face. Justement, ouais. Il y a une forme de réticence, on le fait pas, et donc, ce qui peut tout à fait être légitime, etc. Hein, la question n'est pas là. Hein. L'historien, pareil, il donne pas les bons points et les mauvais points. Il essaie d'expliquer comment ça marche. Mais ce qui est révélateur, c'est que ce fait-là, vous ouvrez un boulevard aux autres, au camp d'en face, qui, à mon avis, de toute façon, ses propres difficultés ne viendront pas de l'extérieur, mais en interne, parce qu'il y a tellement de coalitions de contraires, etc. On le voit bien, pas seulement avec les égos de Musk et de Trump, mais même au sein des MAGA, là, interventionnistes, pas interventionnistes, etc., que c'est de l'intérieur, souvent dans ce cas-là, que les forces de dislocation vont apparaître, parce que tellement il y a aussi de concurrence entre les récits alternatifs qui sont proposés. Mais est-ce que ce à quoi on assiste n'est pas finalement aussi la disparition du commun culturel. C'est-à-dire que finalement, comme vous le montrez très bien dans vos ouvrages, c'est que ce besoin de fiction, ce besoin de croire à des vérités alternatives finalement guide l'histoire même de l'humanité, mais que malgré tout, notamment en tout cas depuis l'avènement du régime démocratique, des Lumières, ainsi de suite, on avait cette idée de commun culturel. Est-ce que finalement le moment qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec ce que David Colomb appelle la mise en place d'une conspicratie aux États-Unis, n'est pas justement la disparition de cet idéal démocratique et de ce commun culturel qu'on a forgé, que l'humanité a forgé depuis le XVIIIe siècle. Ah, complètement. Et vous parlez du XVIIIe siècle, moi ce qui me frappe, c'est par rapport aux Lumières. C'est-à-dire pendant longtemps, on a fait comme s'il y avait une sorte d'adhésion collective aux Lumières, à l'héritage des Lumières, y compris quand des événements tragiques se sont produits, donc l'assassinat de Samuel Paty, la commémoration voulue, vue sous l'angle du sacrifice, etc., au service des Lumières, c'est dans le texte même du président de la République, à la Sorbonne, ce qui au passage, moi, m'a toujours frappé, puisque la Sorbonne, c'est le
lieu où on censurait les écrits des Lumières. Donc le symbole était quand même mal choisi, mais en disant cet enseignement pour les Lumières, il dit comme ça, professeur, nous le continuerons, etc. Et de ce fait-là, on a vécu sur une forme d'illusion on se reconnaissait tous, comme il y avait eu à un moment donné la France fille aînée de l'Église, la France fille aînée des Lumières, et que c'était notre commun à nous. Bon. Et ça, c'est totalement abandonné. Enfin, moi, je fais souvent, on a souvent des échanges collège, lycée, avec des élèves de 4e et de seconde, qui sont ceux qui font le siècle des Lumières. Il n'y a plus du tout d'adhésion collective au projet des Lumières, parce que revient la question du blasphème, etc., de Voltaire, quand il signe « y écraser l'infâme », etc. Et donc, il n'y a plus du tout d'adhésion collective aux Lumières et à ce qu'elle signifie. Et on a l'impression que c'est neuf, mais en réalité, c'est ancien. C'est-à-dire que quand Vichy arrive, en 1940, la première des choses, on pourrait dire qu'il y a d'autres actualités, c'est de dénoncer, c'est de créer un service de lutte contre les sociétés secrètes, ça s'appelle comme ça, de le confier à un historien, là aussi, Bernard Failly, et d'aller chercher dans les archives de l'avant 1789 ce qui est à l'origine de la faillite de la Troisième République en 1940. Donc c'est totalement idéologique. Et on pouvait se dire en 1945, ça c'est mort, etc., c'est fini. Non, non, aujourd'hui, ils ont le vent en poupe. Donc en fait, ça fonctionne très bien. On relit leurs textes, on les réédite. Et donc il y a un contre-discours qui relèverait, alors on dit comme on veut, contre-lumière, anti-lumière, mais qui marche très bien et qui considère que le commun dont vous parliez, finalement, c'est le début de l'effondrement du monde occidental. Et dans le cas des États-Unis, on parlait de la dimension relecture, ils font toujours référence à 1776. Enfin, 1776, l'indépendance américaine, c'est pas le message des Lumières, et c'est une inversion complète, là aussi, de ce qu'il fait. Et ça, c'est très grave, parce qu'on a fait comme si, finalement, on les présente de manière assez dogmatique. On dit oui, c'est une sorte d'incantation aux Lumières, en permanence, à chaque drame, mais ça marche pas du tout. Parce que ça tombe dans le vide. Il n'y a plus du tout cette adhésion collective qui pouvait y avoir avant. Et je vous prends juste un exemple. La semaine dernière, le grand maître du Grand Orient de France, et sur le plan symbolique, ça peut être très fort, mais on a érigé une statue à Abbeville au Chevalier de la Barre, martyr des Lumières, etc. Rappelez-nous qui est le Chevalier de la Barre. C'est un jeune noble qui se fait martyriser de manière absolument abominable par la justice royale sous Louis XV, parce qu'il est accusé au départ de ne pas s'être découvert dans une procession, ensuite d'avoir eu des livres de Voltaire chez lui, et c'est un jeune noble, il a 18 ans, ensuite il aurait craché sur un crucifix. Bon. Et au nom de ça, donc il y a l'aspect blasphématoire, etc. Il est mis à mort, toutes les interventions pour le sauver ne fonctionnent pas, etc. Et c'est devenu, depuis la fin du 19e siècle, une icône laïque, et on comprend très bien pourquoi, mais la ressortir aujourd'hui dans le contexte actuel, où le Chevalier de la Barre ne parle plus à personne, tel quel, comme si c'était une sorte de nouveau totem, du sacrifice au nom de la liberté, etc. Moi, je pense que ça peut être intéressant sur le plan symbolique, mais ça ne parle absolument plus à personne. Et cette exhortation, ou cette exaltation, c'est les deux, en fait, des Lumières, mais alors qu'il y a un phénomène de désintérêt, ou alors c'est trop loin, ou alors d'hostilité radicale aux Lumières croissante, c'est vraiment très problématique, parce qu'on a basé toute notre culture, à tort ou à raison, parce que c'est pas aussi simple, mais toute notre culture démocratique de fabrique de l'opinion, du consensus du commun dont vous parliez, là-dessus. Donc si vous sapez la base, vous pouvez l'exalter comme vous voulez après, elle risque de s'effondrer comme un château de cartes. Est-ce que vous diriez que c'est parce qu'il y a une forme de manque de récit ou de fiction autour de ça aujourd'hui, dans notre actualité d'aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que le récit autour de ce qu'a été la philosophie des Lumières, de ce qu'ont été les Lumières, les idéaux des Lumières, et ainsi de suite, que le récit n'existe plus? Alors qu'au contraire, les conspirationnistes ou les autres, ceux qui remettent en question tout ça, eux font un récit de l'histoire, de ce qu'ils veulent. Moi, je crois que vous avez mis le doigt sur le problème. C'est-à-dire que c'est exactement ça. Si on a abandonné toute idée de mettre en récit
et au nom de la question attention au roman national, etc., ou le récit national. Mais si on abandonnait complètement le récit au camp d'en face, comme on disait, qui aussi a tout un spectre, hein. Il y a le plus radical ou plus modéré, etc., mais un récit qui permet l'adhésion, la compréhension simple, alors que de l'autre côté, ça va dire non, mais attendez, c'est beaucoup plus compliqué, c'est un ensemble. Le choix est très vite fait. Hein. Voilà. Et je pense qu'en renonçant à ça, finalement, on contribue par c'est la nature à horreur du vide. C'est hein. vide, quoi. Oui, Voilà. c'est ça. Ouais. Et donc en fait, tout cet espace-là est occupé par ceux qui, alors à coup de podcasts, d'émissions, parce que derrière vous avez toutes les émissions et la volonté historique, donc de prise en compte de l'histoire par des médias qui sont dominés par exemple par des milliardaires ultra conservateurs ou plus que ultra-conservateurs, réactionnaires, qui, eux, revisitent l'histoire. Eux, ils ont très bien compris que la force de ce récit, hein, elle pouvait servir leurs intérêts. Et si nous, de notre côté, on dit « Non, mais écoutez, nous, on reste dans la sorte de tour d'ivoire ou du chercheur, de l'historien, etc. Et ne voulant pas prendre en compte ça, forcément, c'est une bataille perdue d'avance. Et je pense qu'il faut renoncer en rien au sérieux, trouver les documents, etc., démonter la mécanique, etc., mais faire exactement ce que vous faites, c'est-à-dire à Conspiracy Watch, à déconstruire, éclairer, etc. Alors bien sûr, ceux qui sont dans la foi complète, on les a perdus. Voilà. Mais ceux où il y a encore là aussi, il y a tout un spectre qui n'ont pas totalement basculé. Il ne faut pas renoncer à le combat pour l'esprit critique. Je pense que si on peut arriver à instiller une petite forme de doute, un certain nombre de choses, et pour ça, ça suppose de prendre le camp d'en face au sérieux. On l'a longtemps traité par le mépris. Les reptiliens, les platistes, etc., etc. Ça fait rigoler tout le monde. Quand on a dans son entourage des adolescents, quand on va justement dans les collèges et les lycées, on voit que c'est souvent par ce biais-là qu'on est entré dans une lecture alternative du monde, des choses, parce qu'eux aussi s'inquiètent pour leur avenir. Et si on veut rattraper ceux qui n'ont pas totalement basculé, il faut déjà prendre tout ce discours-là au sérieux et ne pas abandonner ce combat-là. Malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas un risque, je crois que c'est Borges ou je ne sais plus qui disait ça, que quand l'histoire copie la littérature, est-ce qu'il n'y a pas un risque malgré tout que j'entends cette idée qu'il faut prendre en compte les fictions d'aujourd'hui pour essayer de raconter l'histoire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement de faire de l'histoire une forme de littérature quelque part ? Là aussi, c'est une bonne question. Je le cite, j'ai cette citation dans le livre. Alors, il y a tout un courant historique aujourd'hui, souvent discuté, tout le monde n'est pas d'accord, loin de là, hein, qui dit l'histoire est une littérature, etc. Et le rêve de l'historien d'être un écrivain. Moi, je ne suis pas du tout dans... Parce que je pense que je n'ai pas les talents d'écrivain. C'est pas ce que je disais voilà, vous. J'ai bien compris. Mais il y a toute une tendance là-dessus. On voit chez Jablonka, etc. et d'autres hein, qui sont là-dedans. Moi, je comprends certains arguments. C'est-à-dire que si nous produisons de l'histoire incompréhensible, où il faudrait un dictionnaire, un lexique spécialisé pour décrypter, il ne faut pas s'étonner de ne pas avoir prise sur l'événement, sur les lecteurs, etc. Et il faut accepter aussi d'être contesté. Il faut aussi accepter que des gens qui n'ont jamais mis le nez dans les archives vous disent « Non, mais ce que vous racontez, c'est n'importe quoi parce que j'ai lu dans telle ou telle chose. » Comme aujourd'hui, tout est nivelé, il faut accepter les termes du débat. Les termes du débat sont plus, mais c'est vrai pour la médecine aussi, hein, pour la science, bien sûr, l'argument d'autorité, c'est comme ça et pas autrement. Ça, c'est fini. On peut pas se reposer là-dessus, sur les titres académiques pour dire, voilà, moi je dis le vrai, vous, au mieux, vous n'êtes pas très malin, voire vous êtes complètement idiot. Ça, c'est mort. Clairement, c'est mort. Et la force, justement, des réseaux sociaux et de la façon de faire vivre la fabrique de l'opinion aujourd'hui, c'est que, bien évidemment, exactement comme les pamphlets libelles dont je parlais pour le XVIIe siècle, aujourd'hui, tout le monde peut intervenir. Tout le monde peut faire le buzz, tout le monde peut proposer son récit alternatif ou pas. Et ça, si on n'en a pas conscience, nous,
ça ne marchera pas. Et comme Lyoté disait qu'il y avait le rôle social de l'officier, moi je crois qu'il y a le rôle social de l'historien, c'est aussi de donner les clés historiques, parce que souvent on se dit « Ah mais ça c'est ancien, etc. » Non, ce discours alternatif se nourrit en permanence d'histoire. C'est tout le sens de vos travaux d'ailleurs, de dire on va étudier les sociétés secrètes pour comprendre la mécanique de la façon dont l'esprit humain peut aujourd'hui ou non donner corps à des récits alternatifs et à des narratifs alternatifs. Complètement. Et je pense que si on fait ça, il n'y a pas de solution miracle, mais on peut répondre aux peurs, aux peurs collectives que nous avons, qui sont d'abord celles de l'incompréhension. On ne comprend pas ce qui se passe. En fait, ce que vous conseillez à tous les, on va dire si peut-être pour terminer cette émission, mais ce que vous conseillez finalement à tous les amoureux des Lumières et ainsi de suite, c'est de réinvestir l'histoire pour expliquer la façon dont les théories du complot, ou en tout cas les vérités alternatives, se nourrissent de l'histoire pour raconter une vérité alternative. Complètement, et ne pas être dans la célébration de lumières dogmatiques, ce qui est quand même totalement aberrant, puisque les lumières, par principe, c'est l'esprit critique, la contestation, et de se dire qu'au contraire, c'est une façon de se remettre en cause, et comme les lumières, après tout, ont réussi à s'imposer dans un monde qui leur était au départ très largement hostile, de se dire, voilà, le fait d'être autosuffisant, c'est terminé. Cette sorte de suffisance par rapport aux adversaires, c'est à bannir. Et il y a un travail de reconquête à faire. Mais pas reconquête des esprits, reconquête de l'esprit critique, et trouver les bons moyens d'instiller le doute, la discussion. Déjà, rétablir la discussion, ça sera une première victoire. Parce qu'en fait, il n'y a plus de discussion aujourd'hui. C'est les fameuses chambres d'écho, la pensée en silo, etc. On ne dialogue plus. Le bulle de filtre. Voilà, on ne dialogue pas. Dernière question, et puis on va terminer. Vous avez fait les Illuminati, les sociétés secrètes. Est-ce que vous allez poursuivre ce sillon-là, et quel est le prochain projet sur lequel vous travaillez, si vous pouvez en parler déjà? Alors, en même temps, je ne veux pas me faire enfermé dans la catégorie bien sûr. société secrète. Voilà. Non, mais tout à fait. Mais il y a toujours cette dimension-là. Moi, un certain nombre d'amis ou de collègues m'ont dit « Mais tu ne crains pas, etc. » Mais je dis non, ça fait partie de... On a une dimension justement citoyenne, etc. C'est sûr que c'est beaucoup plus... Quand je travaille sur les Lumières et le voyage, les explorateurs au XVIIIe siècle, c'est moins risqué. Hein. C'est sûr. Voilà. Moi, des gens m'écrivent, alors certains très favorables, et puis d'autres sont beaucoup moins... J'ai des retours beaucoup moins sympathiques. Ouais, hein. Je vois bien quel type de retour vous pouvez avoir. Mais c'est une façon aussi de poser sa petite pierre dans cet édifice-là. Donc en fait, paradoxalement, moi qui travaille depuis 2 décennies et demie sur les francs-maçons, je m'étais rendu compte que je n'avais jamais fait de synthèse sur la franc-maçonnerie. J'ai étudié des aspects spécifiques, le XVIIIe siècle, quand j'ai la franc-maçonnerie, etc. Et puis, quand Christophe Paris des éditions Perrin m'a dit on a une collection qui s'appelle Vérité et légende. Est-ce que vous accepteriez justement sur une vingtaine de questions, donc est-ce qu'Adam était franc-maçon, puisque c'est un des mythes du XVIIIe siècle, est-ce que l'Église catholique a excommunié les francs-maçons, etc. Donc d'éclairer Vérité et légende, donc dans le cadre d'une synthèse alors historique documentée mais accessible sur le thème la franc-maçonnerie. Eh ben, j'y avais jamais pensé. J'ai dit oui parce que je trouvais que c'était une forme complémentaire de voir comment, pour le coup, les légendes maçonniques ont construit l'objet maçonnique lui-même, mais qu'en même temps, bien évidemment, parfois, ça donne une réalité ensuite complètement différente de la réalité. Eh ben super. Écoutez, vous reviendrez nous en parler dans cette émission. Merci d'être venu nous voir, Pierre-Yves Beaurepaire. Je rappelle donc les Illuminati de la société secrète aux théories du complot chez Talandier, qui était paru il y a 3 ans à peu près, c'est ça. Vous étiez venu nous en parler. Je renvoie à l'émission que vous aviez faite avec Rudi Reichstadt. Et puis votre dernier ouvrage, Pierre-Yves Beaurepaire, les sociétés secrètes des Rose-Croix aux Anonymous du XVIIe siècle au XXIe siècle chez Talandier. J'étais ravi de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci David Medioni pour l'invitation. Cette émission a été réalisée comme à chaque fois par Martin Béraud, et moi je vous dis à très bientôt. Salut.